Bonjour à toutes. On est chez Cézanne aujourd'hui pour un club de lecture Ressentir dédié au second roman de Laura Poggioli qui s'intitule Époque et qui a été publié en 2025 au début de cette année aux éditions de l'Iconoclaste. Bonjour Laura. Bonjour. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à débuter cette conversation? Un petit peu de stress, on en parlait. Non, je suis très contente d'être ici. Je ressens beaucoup de joie du fait que tu m'aies invitée. Et j'ai hâte qu'on ait cette conversation. Alors Laura, tu es autrice. Ce que j'ai ressenti toi en préparant cette interview, c'est un feu intérieur qui pousse à rechercher l'intensité dans tout, à anesthésier l'ennui qui seul serait mortel, à porter la vie à son plus haut potentiel. Mais l'équilibre est précaire sur le fil entre l'abîme et la lumière lorsque l'on ressent les émotions comme des torrents. Alors les addictions apparaissent comme des branches auxquelles s'agripper passionnément. Il y a l'addiction au travail, à la nouveauté, à la compréhension des concepts, des comportements, des propos, mais il y a aussi d'autres addictions plus honteuses que tu ne tais pas parce que tu choisis de faire passer l'écriture avant la honte, parce que tu acceptes la position de vulnérabilité pour toucher le lecteur et donner à voir les fêlures de l'époque et de notre intimité. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça, Laura? Alors là, vraiment beaucoup de gratitude d'être présentée avec autant de sensibilité. Et l'impression que j'ai eue quand on s'est rencontrés, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines pour un déjeuner, que l'on se connaît déjà depuis longtemps. Donc en 2022, tu as publié un premier roman qui s'intitule Trois sœurs, déjà aux éditions de l'Iconoclaste, et qui a été récompensé par le prix envoyé par la Poste. Donc au début de cette année, tu as publié ton second roman qui s'intitule Époque et dont on va parler aujourd'hui. Alors Époque, c'est l'histoire de Lara, qui est à la fin de sa trentaine, qui a un mari, 3 enfants et qui a repris des études en psychologie clinique. Dans le cadre de ces études, elle réalise un stage en pédopsychiatrie dans une unité qui accueille des enfants et des adolescents qui sont en proie à des addictions, et notamment l'addiction aux écrans. La narration, elle se déroule sur 6 mois, qui est le temps que Lara passe dans cette unité. Mais le roman va nous faire voyager à travers les époques, parce que ce stage va faire remonter toute une série de souvenirs chez Lara, notamment des souvenirs de sa propre enfance et adolescence, mais aussi des souvenirs plus récents d'une relation d'emprise qu'elle a eue avec un médecin. Et cette relation d'emprise, c'est vraiment une histoire dans l'histoire. Et c'est ce qui lui fait parfois ressembler un peu à un thriller psychologique. Parce que la relation d'emprise débouche sur un harcèlement qui fait extrêmement froid dans le dos et qui est à la fois permis et renforcé par l'usage des outils technologiques. Donc parmi les thèmes que j'aimerais bien qu'on aborde aujourd'hui ensemble, il y a donc à la fois ce thème de l'addiction aux écrans des jeunes, avec en miroir notre propre addiction à tous, ou en tout cas à beaucoup d'entre nous en tant qu'adultes, et aussi cette comparaison qu'on peut avoir entre notre adolescence ou notre jeunesse qu'on a eue nous et celle qu'ont les jeunes aujourd'hui avec tous ces outils technologiques auxquels on n'avait pas accès. Ça dépend de notre âge, mais si vous avez le même âge avancé que moi. Et puis du coup ce thème de l'emprise et du harcèlement qui est donc un cyberharcèlement parce qu'il est mis en branle à travers tous les outils technologiques, mais qu'il se base sur des échanges, textes, images qui ont été échangés via les outils technologiques. Mais d'abord, Laura, j'aimerais bien savoir comment est née l'idée de ce roman. Oui. Alors quand j'essaie de remonter, de retrouver un petit peu la première petite graine, je pense que c'était pendant un déconfinement. Je regardais plein de séries, un peu comme tout le monde. Et j'ai regardé les premiers épisodes d'une série que vous connaissez peut-être, la série Euphoria, qui est une série américaine qui met en scène des adolescents avec tous les mots classiques de l'adolescence. Mais tout de suite, il y a les écrans qui ont une place importante parce qu'il y a des scènes qui sont filmées d'intimité à caractère sexuel qui vont être diffusées évidemment sans le consentement des protagonistes. Et puis, il y a une rencontre aussi qui se fait avec un homme qui est rencontré en ligne, il y a une scène hyper dure dans un motel. Et en fait, ça m'a mise vraiment très très mal et je me suis arrêtée
Au bout des 2 premiers épisodes, j'ai pas réussi dans un premier temps à aller plus loin. Ça me ramenait, moi, à des souvenirs de mon adolescence. Je repensais à plein de moments et en me disant, mais s'il y avait eu les écrans, en fait, à ce moment-là, pour capter des scènes, voilà, comment j'aurais supporté ça, en fait. Et puis, tout de suite, je pensais à ma fille qui était vraiment petite à ce moment-là, qui était en CP, en me disant, voilà, elle, dans quelques années, elle entrera dans l'adolescence. Et donc, il y aura aussi ces outils-là, comment faire. Donc ça, c'est un peu le premier déclic. Donc, je découvrais pas évidemment l'impact des écrans sur cette génération-là, mais là, c'était dans une fiction, donc c'était pas du tout pareil que de lire en fait des articles ou des études, etc. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième temps, une deuxième petite graine, parce qu'au moment de la sortie de mon premier roman, Trois sœurs, donc, à l'été 2022, parce que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux. Je les utilisais pas trop avant, ou alors pas en tout cas à titre personnel. J'avais un compte fermé où je partageais des photos de vacances avec 50 personnes, voilà. Et donc là, j'ai commencé à l'utiliser. En plus, je suis dans une maison d'édition qui les utilise beaucoup et c'est bien. Et là, à la fois, j'étais contente, ça apporte de la visibilité, des échanges, mais très vite, j'ai senti que ça me déstabilisait beaucoup, en fait, parce que déjà, je passais des heures quand même à aller regarder, voilà ça. Et puis, ça me poussait à me comparer énormément et à me dévaloriser, en fait, très vite. Et je me suis dit, mais attends, mais toi, tu es une grande fille quand même, si ça te met dans cet état-là, comment? Donc, de nouveau, je repense à ma fille, aux adolescents. Et là, vraiment, j'ai ressenti un peu une espèce d'évidence. Et j'avais eu la même chose pour mon premier roman, où je parlais aussi d'un sujet de société, d'une histoire qui se passait en Russie. Moi, j'ai vécu en Russie et ça m'avait appelée, en fait. Et là, ça m'a appelée aussi de cette façon-là. Et donc, je me suis dit, faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille ressentir un certain nombre de choses. Et donc, j'ai identifié une unité qui a inspiré l'unité qu'il y a dans le roman, une unité d'addictologie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré, rattaché au service pédopsychiatrique de Robert Debré. Et donc, je les ai contactés en disant, voilà, je suis autrice, là, j'ai publié ce premier roman et j'aimerais parler de l'addiction aux écrans. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'accueillir? Et donc, ils ont été d'accord tout de suite. Et ça s'est fait très vite, en fait, et début 2023. Je suis allée passer 1 mois et demi là-bas avec eux. Alors, je ne savais pas exactement encore ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais en tirer, ce que j'allais écrire. Mais en tout cas, le départ, c'est ça, le point de départ. Le long point de départ. C'est parfait. Dans ton premier roman, il y avait un pacte autobiographique. Et ton héroïne s'appelle Laura, comme toi. Dans Époque, ton héroïne s'appelle Lara. Donc, il y a une voyelle qui saute, mais on reste quand même un peu dans le giron de ton prénom. Je sais que c'est pas un roman autobiographique, mais qu'est-ce que tu as mis de toi quels éléments tu as mis de ton histoire personnelle dans le roman? Si, j'ai mis beaucoup de choses de moi, mais c'est vrai que dans Trois sœurs, toute la partie... Alors, je mélangeais aussi, il y avait un enchevêtrement narratif. J'ai fait ça dans pour l'instant, 2 livres. Mais c'est vrai que tu l'as dit, c'était vraiment cette idée de pacte autobiographique, tout ce que je voulais raconter, en tout cas de ma vie en Russie, et je voulais faire rentrer le lecteur en Russie à travers cette expérience que j'avais vécue là-bas. Pour moi, c'était la vérité, entre guillemets. Je sais bien qu'il n'y a pas de vérité, que peut-être ma vérité à moi, c'est pas la vérité des autres, et puis que la mémoire est une fiction en soi, mais j'étais quand même dans cette dynamique-là. Et là, pour ce livre, c'était vraiment différent. Déjà, au départ, comme je l'ai dit, quand j'étais là à Robert Debré, quand j'accumulais toute cette matière, je savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais très vite, ça me ramenait à beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, et je me suis dit que j'allais les donner, en tout cas à ma narratrice, que ce serait une narration à la première personne, et que j'allais lui donner donc des souvenirs de mon adolescence, des émotions que j'avais ressenties, etc. Je ne savais pas que j'allais donner cette histoire avec le docteur qui s'inspire aussi de quelque chose que j'ai vécu. C'était pas du tout clair au début, ça s'est construit vraiment dans un second temps. Mais en fait, tout ce que j'ai pu puiser dans le réel, puisqu'on est dans la littérature du réel, dans Époque, j'ai dû le déplacer, le romancer, déjà ne serait-ce que par rapport aux jeunes que j'avais rencontrés dans cet hôpital. Je suis allée dans des établissements scolaires aussi. Et donc, je déplaçais, je romançais beaucoup de choses. Et pour mon héroïne, en fait, je me suis dit assez rapidement que j'allais faire la même chose. Donc, toutes ces émotions, ces souvenirs, ce sont aussi les miens, ceux de moi, Laura. Mais voilà, moi, je suis pas en master de psychologie clinique, je n'ai pas passé 6 mois dans cette unité. Et dans la narration, il y a énormément de choses qui sont vraiment de la fiction. Et donc, enlever une lettre à mon prénom, c'était...
c'était marqué ça, mais en même temps, j'aurais pu l'appeler Justine, Emmanuel ou Camille, mais j'avais pas envie de ça non plus, parce que là, j'aurais eu l'impression de me défausser, en fait, et je voulais que ce soit assez clair aussi, et je pense que ça l'est. Je commence par une petite citation qui est extraite d'un livre d'Annie Ernaux qui s'appelle La honte, et je termine avec ce mot-là aussi. Voilà. Alors, le roman s'ouvre sur cette citation d'Annie Ernaux tirée de La honte, qui est « J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. » Et effectivement, il se termine ton livre sur ce remerciement. « Enfin, plus que tout, je chéris mon mari qui accepte et comprend que je fasse passer l'écriture avant la honte. » Comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu vis aujourd'hui justement d'écrire sur tout ça, et ensuite que ce soit publié? Quelle est la place de la honte là-dedans aujourd'hui? Au départ, ce deuxième fil dont tu as parlé, donc cette histoire avec ce médecin donc, qui s'appelle le docteur dans le roman, toute cette relation d'emprise, le cyberharcèlement, etc., c'était pas en tout cas dans le premier jet, dans la première version du manuscrit. Ça a vraiment été tout un travail d'échange avec mon éditrice pour faire rentrer cette partie-là. Et j'étais pas vraiment sûre au début que j'avais envie de le faire, d'exposer ça. J'ai demandé à mon mari s'il était d'accord. Non pas qu'il ait un droit de regard, mais c'était une évidence, donc il a compris. Et puis pendant que je mettais tout ça en place, j'ai eu une rencontre avec des adolescents dans un lycée pour mon premier roman. Et ils avaient été très touchés par la partie autobiographique justement dans Trois sœurs, et ils me posaient beaucoup de questions là-dessus, des questions que personne ne m'avait posées dans les dizaines et dizaines de rencontres que j'avais eues avant. Et ça m'a bouleversée, en fait, qu'ils ressentent ça, qu'ils m'interrogent sur ça. Et je me suis dit, mais en fait, pour provoquer ça chez les autres, c'est en allant chercher vraiment des choses aussi profondément, même celles peut-être qui me font honte et que j'ai pas envie d'exposer, que je peux provoquer ça. Et quelque part, j'ai senti que ça m'obligeait. Je sais pas, c'était un peu bizarre, comme j'étais dans le processus d'écriture. Puis c'est sorti vraiment, et ce deuxième jet qui a donné après vraiment époque, c'est en 1 mois et demi, en fait, que tout ça a été écrit. Et donc, je l'assumais vraiment, mais il n'empêche que quelques semaines avant la sortie, je me suis dit, tu es complètement folle, en fait. Je sais pas, c'était... Et puis, en fait, là, finalement, ça se passe très bien. Et même des personnes de proches, j'avais un peu peur de leur réaction, dans ma belle famille, par exemple, tout ça, parce qu'il n'y a eu vraiment aucun. Au contraire, j'ai eu que des choses très positives qui ressortent de tout ça. Puis après, c'est quand même une histoire qui est loin aussi maintenant. Ça fait 6-7 ans que ça s'est passé. Et c'est une mise à distance finalement totale là, qui se produit aussi là dans l'écriture. Et je mets ça définitivement derrière moi, en fait, en le mettant dans un livre, en le donnant aux autres. On dit parfois qu'écrire, ça a un effet thérapeutique. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Pas tellement que ça. C'est pas mon but au départ, en fait. Oui, il y a toujours une dimension cathartique dans l'écriture, mais moi, c'est pas mon but. Déjà, au départ, que ce soit pour ce livre ou pour le précédent, j'ai pas de projet autobiographique, en fait. Je me dis pas, je vais raconter ça de ma vie. C'est pas du tout ça. C'est un sujet de société, donc, qui me touche. Donc, pour Trois sœurs, c'était les violences faites aux femmes en Russie. Là, pour Époque, c'est donc notre relation aux écrans, cette ultra-connexion contemporaine, ce qu'elle modifie de notre relation aux autres, au monde, etc. Et c'est en creusant, en travaillant, en fait, que tout d'un coup, je fais ressentir pourquoi, en fait, j'ai eu envie, pourquoi c'était important pour moi d'écrire sur ce sujet-là. Et après, à l'épuiser, donc ça, le disséquer, en fait, là, vraiment, en tout cas pour ce livre, c'était vraiment prendre cette matière, disséquer seulement ce qui allait pouvoir à faire sens, en fait, par rapport au livre, à ce que je voulais raconter dans le livre. Et c'est comme un mouvement, en fait, après, finalement, au départ, des autres vers moi, et puis après, dans l'écriture, de moi vers les autres, mais vraiment avec l'idée... quand même de provoquer quelque chose chez les autres et de toucher et pas de faire ma thérapie à moi, en fait. C'est pas ça l'idée au départ. Au sein de l'unité de pédopsychiatrie, Lara rencontre toute une galerie de jeunes gens qui sont donc en proie à des addictions, dont une addiction aux écrans. Donc tu as dit que tu avais toi-même été t'immerger quelques semaines peut-être dans une unité comme ça. Qu'est-ce que tu as découvert à cette occasion et que tu as voulu partager dans ton livre? Alors déjà, c'était une unité, donc c'est d'addictologie, donc il n'y a pas que les écrans. Il y a plein d'autres addictions à l'alcool, à des produits, des médicaments, etc. Mais il y a les écrans et de plus en plus, en fait. Ils voient vraiment depuis des années, donc que ça vient s'ajouter quand même souvent à d'autres problématiques, d'autres addictions. Donc ça, je l'ai découvert petit à petit. Et ce que j'ai découvert, dont j'avais pas forcément
en tout cas conscience, c'est tous les troubles en fait que ça provoque. Parce qu'on ne parle pas juste d'une addiction, le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'être sur son téléphone. Enfin, c'est vraiment tous les troubles qui viennent, qui découlent de ça. Donc des troubles anxieux, des troubles dépressifs, de l'automutilation, beaucoup. Là, j'ai vraiment découvert quelque chose, mais qui a une ampleur vraiment considérable. Il y a des études, c'est documenté, mais là, je l'ai vu. Et puis, des conduites suicidaires, de la phobie sociale. Et c'est tout ça, en fait, j'avais pas vraiment conscience. En fait, le rapport aux écrans, c'est la pointe de l'iceberg. Et puis, il y a tous ces troubles, en fait, autour. Donc ça, je l'ai vraiment vu, perçu, et on le ressent, je pense, à travers chacun des personnages de mon roman. Et depuis, je sais, j'ai lu d'autres études, c'est vraiment, vraiment documenté. Il y a un livre qui est sorti aux éditions Les Arènes en janvier qui s'appelle Génération anxieuse. Donc là, c'est pas du tout un roman, c'est le livre d'un psy américain qui s'appelle Jonathan Haidt et qui collecte, en fait, depuis des années, donc c'est des études longitudinales, c'est la prévalence de ces troubles en fait chez les adolescents, donc d'anxiété, de dépression, de conduite suicidaire, automutilation. Et il y a, même si moi j'avais travaillé sur ça pendant des mois, de voir, et je vous invite à ouvrir ce livre, il y a beaucoup de schémas notamment, et on voit une augmentation de ces troubles chez les adolescents depuis 2010-2015 d'une façon qui est incontestable, considérable. Et en fait, lui, la façon dont il l'explique, et je suis d'accord avec lui, c'est que la seule chose qui change vraiment à un niveau sociétal et dans tous les pays où il y a ces études qui sont conduites, c'est le smartphone avec la caméra intégrée et puis les réseaux sociaux avec, à partir de 2010, les fonctions de validation en fait on a aujourd'hui. De validation, c'est-à-dire de les likes, etc. Au début, il n'y avait pas ça, je crois, sur la toute première version de Facebook, je ne me souviens plus, en 2007. Ça, c'est venu en fait progressivement. Et c'est ce moment, 2010-2015. Oui, et puis toutes les possibilités de fuite de photos, de plein de choses. Enfin, voilà. Alors, ce serait quoi Enfin, comment faire, quoi? Est-ce qu'on peut protéger les enfants, en fait? Est-ce que... Alors ça, moi, c'est après, possible même, ouais. Ouais, après, moi, là, je suis pas dans la posture d'une experte Oui, ou d'une psy qui vient donner, dire, etc. Ce que disaient tous les professionnels à Robert Debré, c'est que c'est vraiment l'éducation qu'il faut développer, que la coercition, ça marche quand même pas trop. Il y a une éducation des enfants, mais des parents aussi, et puis de tout le monde. Enfin, c'est un sujet de société, c'est l'État qui doit être impliqué, l'éducation nationale, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le moment de développement des enfants et des adolescents. Après, je pense qu'on voit déjà tous bien l'effet que ça a sur nous avec notre cerveau d'adulte. Enfin, on n'ose à peine imaginer ce que ça fait sur un cerveau qui n'est pas totalement développé. Oui, complètement. Et après, je crois quand même, moi, il y a eu des rapports, notamment au printemps dernier, la commission écran, il y a des recommandations. Donc, c'est aucun écran avant 3 ans ou même 6 ans, je ne sais plus. Pas de téléphone avant 11 ans, mais un téléphone à touche. Pas de smartphone avant 13 ans. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Mais ça, après, ce sont des recommandations. Et on est bien un peu quand même tout seul. Et ce que j'ai voulu montrer aussi dans divers passages du livre, c'est que déjà, on n'est pas coupable. Il y a une industrie au-dessus quand même. Une industrie qui imagine ces outils et qui les pense pour... ça agit sur le circuit de récompense, sur les neurotransmetteurs de dopamine, exactement comme les autres types de drogues, en fait. Et c'est pensé comme ça. Et donc, s'il n'y a pas de régulation, on est soumis à ça. Et d'ailleurs, je pense que tu dis dans ton livre que toutes les personnes qui ont inventé ces applications qui nous rendent complètement addicts, eux-mêmes, ne donnent aucun accès aux écrans à leurs propres enfants, quoi. Oui, il y a eu des documentaires, des livres qui expliquent ça. Que oui, bien sûr, il y a des écoles sans écran, sans numérique. Oui, alors cette sobriété digitale, pour le coup, elle est un peu le lot des enfants privilégiés, quoi. Oui, complètement. Dans le roman, Lara relate des souvenirs de sa propre jeunesse et sa propre adolescence, et avec un parallèle entre du coup son époque et puis l'époque de ses enfants. D'ailleurs, le livre aurait pu s'appeler Époque plurielle. Mais c'était ça au début. Ah oui. Parce qu'effectivement, on voyage pas mal. Qu'est-ce que tu as voulu mettre en exergue en faisant ce parallèle justement entre les époques? Ça, c'est vraiment mes interrogations et à moi, mes sentiments à moi que j'ai donné à Lara. Après, l'histoire, c'est pas de dire c'était mieux avant. De toute façon, il n'y a pas de...
il n'y aura pas de retour en arrière. Et puis ça, c'est un peu, toutes les générations disent ça, que c'était mieux avant. Mais quand même, j'ai le sentiment, que... moi, j'ai vraiment grandi sans écran. J'ai eu mon premier téléphone en terminale. Je suis née en 1984, donc. Et voilà, il y avait plus de temps, peut-être pas pour l'ennui, pour la création, pour peut-être se construire, je pense, différemment. Et puis aussi, la possibilité, pour moi, c'était très important quand j'étais enfant, ado, d'être seule, en fait. Et ça, c'est ce qui est dur aujourd'hui, mais ça, je pense qu'on le ressent en tant qu'adulte, c'est qu'on a toujours, en fait, ce téléphone, ces outils, c'est la première chose souvent qu'on fait le matin en se réveillant, le soir en se couchant. Il y a toujours ça avec nous. Et pour les ados, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, on va peut-être en parler, mais par rapport au cyberharcèlement. Voilà, le harcèlement, ça existait, ça a toujours existé, mais les ados, en tout cas harcelés, pouvaient, rentrer chez eux et être dans une espèce d'espace de sécurité, en fait, qui là n'existe plus, en fait. C'est à moins d'être totalement déconnecté, mais c'est pas possible. Et donc, je pense que ça exacerbe, en fait, les maux de l'adolescence. C'est une période qui est difficile. De toute façon, c'est difficile d'être adolescent, mais il me semble que ça vient ajouter vraiment de la souffrance, en fait. Mais c'est vrai que, moi en tout cas, j'ai ressenti pendant la lecture un effet miroir qui était assez violent sur ce concept d'addiction aux écrans. Je devais faire des pauses pendant la lecture, quoi, tellement c'est difficile, mais bon, c'est trop bien, c'est pour ça qu'on est tous là et qu'il faut savoir se confronter à ce qui est difficile. Mais je me demandais du coup, dans quelle mesure, et je pense que c'est un peu ce que tu touches du doigt aussi dans ton livre, dans quelle mesure en fait ces écrans ont complètement bouleversé notre rapport au monde en fait et aux autres, au-delà des enfants, quoi. Ça, oui, ça c'était vraiment ma question, mais là, pareil, j'ai pas de réponse. Mais mon idée, c'était surtout pas de faire la morale, c'était pas ni de donner d'ailleurs des réponses, mais c'était peut-être que chacun, alors ce que tu emploies le mot miroir, ça me touche parce que c'était un peu le projet, j'avais envie de faire un livre miroir, même si ça peut paraître, mais effectivement pour que peut-être chacun, en le lisant et après l'avoir lu, se dise, voilà, moi, qu'est-ce que ça change justement, cette ultra-connexion. À la fois, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. C'est, je sais pas, toutes nos consommations sur les applis, tous nos échanges, il y a les messageries, qu'est-ce que ça modifie de notre relation aux autres, à nous-mêmes, au temps, parce que c'est quand même ça le grand enjeu aussi, dans les relations amoureuses, c'est un sujet, ça, qui revient beaucoup, aussi bien à travers les personnages qu'à travers Lara. Et voilà, qu'est-ce que ça me fait ressentir? C'est vraiment, moi, ce mot que j'emploie depuis le début, donc je suis contente. On est au bon endroit. C'est un podcast qui porte ce nom. Mais c'est vraiment ce que je dis depuis le début. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que ça me rend heureux, malheureux? Et qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour me sentir mieux, en fait? Ouais, et puis il y a quand même ce paradoxe entre cette hyper connexion avec tout le monde presque en temps réel et à la fois combien de fois dans notre journée même ou dans une heure on est psychiquement indisponible et justement déconnecté de la situation dans laquelle on se trouve, des gens avec qui on se trouve à cause de notre téléphone, quoi. Et pour faire la transition avec le sujet de l'emprise auquel on arrive, au-delà de ça, c'est jusqu'à quel point aussi, à travers les textos qu'on s'envoie et les images qu'on s'envoie, à quel point, jusqu'à où on se met en danger. Parce que donc Lara a vécu, mais elle raconte dans le roman, une histoire extra-conjugale avec un médecin qui s'est fini très mal parce qu'elle a fini en harcèlement, donc en l'occurrence en cyberharcèlement. Qu'est-ce que tu as voulu donner à voir de cette histoire, peut-être d'abord d'emprise, et puis, à mon avis, surtout, dans quelle mesure les outils technologiques ont eu une incidence aux différents stades de l'histoire et du harcèlement, quoi. Quand j'ai décidé donc d'inclure ce fil narratif, donc je disais, ça s'est fait dans un deuxième temps. Même si j'avais eu l'idée, quand j'étais à Robert Debré, il y a un matin où je suis arrivée à l'accueil, et il y avait une jeune fille que j'avais déjà vue à de nombreuses reprises, qui était dans un état, qui avait passé une nuit absolument épouvantable de drogue, de prostitution, de se couper les bras, etc. Et qui avait son téléphone dans la main et qui n'arrêtait pas de crier qu'il fallait absolument qu'on répare son téléphone, parce que l'écran du téléphone était cassé, ne pouvait pas voir des photos de son enfant. Et c'est cette jeune fille, et ça m'a fait ça avec beaucoup de patients là-bas,
pouvait sembler très éloigné de moi, en fait. Pas de rapport dans mon existence ou mes origines sociales ou mon parcours, etc. Mais là, je me suis sentie extrêmement proche d'elle. Je me suis revue, moi, quelques années plus tôt, me réveiller dans les urgences d'un hôpital en répétant dans un état complètement de dépendance et absente à moi-même, de répéter où est mon téléphone, où est mon téléphone. Donc pas pour les mêmes raisons. Mais ouais. Et là, je suis rentrée chez moi ce jour-là, je me suis dit, donc Laura, t'as vraiment cru que t'allais venir là, que t'allais écrire un livre sur ça, mais que t'allais pas du tout parler de cette histoire. Et oui, donc j'en ai pas parlé, donc j'ai fait un premier jet du manuscrit, et puis donc après cette discussion avec mon éditrice dont je parlais tout à l'heure, je me suis dit que j'allais la raconter, mais que j'allais pas. Il n'était pas du tout question de raconter une liaison, justement, une passion, etc. Pas du tout. Que j'allais disséquer, en fait, prendre cette matière et tirer ce qui, dans cette histoire très courte, de 3 mois, avait été lié à ces outils technologiques. Donc, en quoi ça permet de rester connecté tout le temps, déjà? Pourquoi ça va créer une espèce de sensation d'intimité, de quotidien, mais qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et comment ça va permettre donc de mettre en place de la dépendance, d'instaurer cette relation d'emprise très rapidement, en fait, beaucoup plus rapidement que je pense ça aurait été le cas il y a 30 ans, en fait. C'était pas, j'ai une relation extra-conjugale il y a 30 ans, je sais pas comment on se donnait rendez-vous, j'étais trop petite, mais ça pouvait pas prendre ces proportions-là aussi vite et oui, créer, mettre cette état de dépendance. Il y a les traces, comme tu disais, donc les traces que ça a laissées. C'était questionner les photos. les messages, les photos, parce qu'elle se laisse prendre en photo, elle envoie des photos, etc. Et puis surtout, après ça, comment est-ce que ce médecin va utiliser ça donc pour mettre en place un cyberharcèlement qui va durer près de 2 ans, à la fois en envoyant ces éléments, mais en prenant aussi possession de tous les outils digitaux et canaux digitaux de la famille, en fait, des ordinateurs, des téléphones, des boîtes mail, des réseaux sociaux, des WhatsApp, parce etc. Que non seulement il envoie des messages et des emails à Lara, à son mari, avec les photos, les extraits, etc. Mais en plus, il s'infiltre en fait dans les téléphones et notamment dans l'application Notes de Lara, où on écrit tous des choses très personnelles dedans. Et c'est quelque chose qui existe réellement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas inventé. Non, c'est pas inventé. Et donc, voilà, mon idée, c'était vraiment de disséquer cette relation, de voir aussi que finalement, il restait pas grand-chose une fois qu'on avait enlevé tout ce qui était lié à ces outils-là. Ce que ça avait permis ensuite de mettre en place comme espèce de machination. Et ça me donnait aussi, après, pour le roman, toute une tension aussi narrative, dramatique, qui tend par moments au thriller, parce qu'on se demande en fait jusqu'où ça va aller, comment est-ce que ça va s'arrêter. Et ce personnage aussi, c'était important pour moi, qu'il ait presque pas de corps finalement. Déjà, il n'a pas de nom. Ouais. On le voit quasiment pas. Et mon idée, c'était peut-être que chacun puisse reconnaître dans ce personnage ses propres errances, angoisses, peur, failles. C'était ça. Ouais, il a quelque chose d'un peu fantomatique comme ça, qui le rend totalement flippant. Ouais. Je t'ai demandé de choisir un extrait de ton livre pour le lire à voix haute. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, c'est un extrait qui est au début, quand Lara a sa première rencontre avec le personnage qui dirige l'unité, Pascal Brunet. Et elle s'interroge sur la solitude et jusqu'à se demander pourquoi elle se trouve là, ce jour-là. La solitude est-elle le terreau de l'imagination? Je me pose la question en me souvenant de celle que je ressentais enfant. Dans le lit de place que mes parents m'avaient acheté au moment de la naissance de mon petit frère, dans cette maison où nous avions emménagé pour accompagner l'agrandissement de la famille, dans les vignes que je longeais pour aller à l'école, sur les chaises de chacune de mes salles de classe, je me suis sentie différente et seule. J'avais des copines, je travaillais bien, les enseignants m'appréciaient, mais le monde me semblait inadapté. Quand je fermais la porte de ma chambre, que je retrouvais la chaleur de ma couette dans ce lit trop grand pour moi, je gardais les yeux largement ouverts, plantés dans le plafond. Si je me concentrais très fort, je pourrais peut-être voir au travers, partir loin, jusqu'au ciel et au-delà. Un jour, on trouverait le moyen de prouver ce dont j'étais alors persuadée. On voyagerait dans le système solaire, les systèmes solaires, car je croyais que le nôtre se reproduisait sans fin, identique à lui-même. Le même soleil, les mêmes étoiles, les mêmes planètes, les mêmes satellites naturels en orbite. C'était ainsi que je rêvais l'univers. La même Terre,
Exactement la même Terre, à l'infini. Une infinité d'océans Atlantiques, de mers Méditerranée, de continents, de France, de Loire et de Maine, de châteaux de Brissac, de villages nommés Vauchrétiens, d'écoles Émile Joulin et de Petite Lara. Le temps qu'on trouve un moyen de traverser en vaisseau ces univers parallèles, l'enfant que j'étais aurait grandi, mais je ne serais plus seule alors. Il y aurait d'autres Lara. Cette pensée en tête, je souriais, les yeux brillants, toujours fichés dans les poutres du plafond. Je devais avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être même 9 ou 10 ans. J'ai nourri cet espoir pendant longtemps. Une vingtaine d'années plus tard, enceinte, dans le cabinet de radiologie où je faisais une échographie de datation, j'entendrai un médecin prononcer cette phrase étrange. « Il y a 2 sacs. » « Pardon ? Oui, c'est une grossesse gémellaire. Pendant les mois qui suivront, à mesure que je sentirai 2 garçons grandir dans mon ventre, je ne cesserai de chérir une drôle de pensée. Mes fils auront donc toujours vécu en entendant le battement du cœur de l'autre en plus de celui de leur mère. Sur les écrans, il nous arriverait de voir ceux que les médecins appelaient jumeaux 1 et jumeaux 2 se caresser, passant leurs minuscules mains sur la membrane de chacune de leurs poches. Eux, j'en étais décidément certaine, ne ressentiraient jamais le type de solitude que j'avais éprouvé enfant. Je repense à ces moments en croisant la pancarte maternité un peu avant de sortir de l'hôpital après ma rencontre avec le docteur Brunet. C'est peut-être à cause de cette histoire de solitude que je suis là, que j'ai eu l'idée de créer ce centre contre les addictions, parce que l'ultra-connexion numérique des jeunes d'aujourd'hui m'apparaît comme une violence supplémentaire pour ceux qui souffrent d'être seuls, parce que cette utilisation addictive des écrans pousse chaque adolescent dans un anonymat dont le pendant me semble être un isolement abyssal. Peut-être mon attraction pour ce sujet ne vient-elle au fond que de cela, de ce que cette addiction sociétale que je vois comme l'un des plus grands maux de notre époque dit de moi, de ma solitude et de mes propres addictions. Celle dont je peux parler en riant gentiment, celle plus ennuyeuse que je prétends régulièrement abandonner, celle définitivement honteuse que je tais, celles qui m'ont fait me sentir plus vivante que jamais, en équilibre sur un fil, entre la lumière et l'abîme. Merci Laura. Qu'est-ce qui te ressent alors qu'on s'apprête d'être terminé cette conversation? C'est passé très vite. On va prendre quelques questions. J'ai aucune notion de l'heure qu'il est, mais je pense qu'on a le temps de faire quelques questions. La première question est de savoir comment faire un peu la part des choses entre tout ce que ça nous apporte et ce que ça nous coûte et comment se situer à un équilibre entre les deux extrémités du spectre. Je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre. Ça rejoint un peu, je pense, des choses dont on a parlé tout à l'heure. Et même moi, en fait, j'ai pas de... Moi, j'utilise les réseaux sociaux. Alors après, quand j'écris, je suis en période d'écriture, non, je désinstalle les apps. J'avais fait ça pour Époque et là, je vais le refaire pour le prochain. Je désinstalle les applications parce que ça me coûte trop, justement. Je crois qu'on ouvre, il y a pas seulement moi, on ouvre plus de 150 fois par jour quand même son smartphone. Donc là, je sens, moi, dans ces moments-là, que ça me prend trop. Après, là, pendant la promotion, moi, je suis contente quand même j'aime bien avoir des retours. Je me suis habituée aussi à ça. Alors après, est-ce qu'avant, ça aurait été moins bien? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas écrit avant. C'est ça, on ne se serait pas rencontrés, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que c'est à chacun, effectivement, de trouver. Et je pense qu'en fonction de comment on se sent aussi, de ce qu'on vit dans notre vie, à certains moments, ça va nous apporter plus de choses que nous en prendre. Après, je pense que nous, on est des adultes. Et je suis convaincue, par contre, que les adolescents, les adolescentes, ils ne sont pas en mesure de faire en tout cas, ce travail-là. Et je pense vraiment qu'il faut reculer le plus possible, moi, leur accès aux réseaux sociaux, surtout aux filles. Toutes les études montrent que ce sont vraiment les filles qui sont qui ont le plus ces troubles dont on parlait tout à l'heure. Non pas parce que ce serait quelque chose de biologique, mais elles ont plus tendance à se comparer aux autres, parce que de toute petite, c'est ça qu'on nous inculque. Et ça, encore une fois, les leaders, les géants du numérique, ils le savent très bien. Il y avait une lanceuse d'alerte qui est partie de Meta, qui a révélé qu'il y avait eu une étude vraiment très, très poussée sur tout ce que ça provoquait chez les adolescentes. Donc, ils en ont vraiment conscience que ça mène à la dépression, voire à bien pire. Donc ça, moi, là, ça me pose... Là, je pense vraiment que pour les plus jeunes, il faut... Là, nous, en tant qu'adultes, tous, il faut trouver des solutions. Et après, nous, ça, c'est à chacun de se responsabiliser, je pense, oui. Et je pense qu'il y a un truc de curation aussi,
une démarche de curation à faire. Alors, je sais pas si on parle des réseaux sociaux en particulier, mais parce qu'il y a toutes les applis de presse, etc., qu'on peut consulter. Enfin, il y a 1000 choses, mais sur les réseaux sociaux en particulier, je pense qu'il faut vraiment se responsabiliser et arrêter de suivre tous les comptes qui nous font pas du bien, déjà. Après, il y a le temps d'écran. Avoir le courage de temps en temps d'aller regarder le nombre d'heures qui est renseigné dans les statistiques, mais... Ou de se mettre certains en rencontre, on dit, qui se mettaient des temps limites, quoi. Alors, cette question, c'est est-ce que, comme on se met tous un peu en scène sur les réseaux sociaux et on écrit dessus, etc., est-ce qu'il y a un lien entre cette mise en scène de soi et l'écriture de soi, c'est ça? Est-ce que l'écriture est une mise en scène de soi, Laura? Oui, après, on peut voir ces canaux numériques. Enfin, il y a plein d'écrivains qui les utilisent et je pense que c'est bien si ça leur fait du bien pour écrire, je sais pas, des courts textes. Ou il y a des nouveaux formats, quand même, de réseaux sociaux comme Substack où tu écris ta super newsletter. Et ça, je pense que c'est mieux. Non, mais c'est vrai, comme réseau, parce que c'est pas comme sur Meta, il n'y a pas toute cette monétisation, le jeu des algorithmes. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, peut-être à des nouveaux réseaux et qui peuvent être des espèces, effectivement, d'écriture, de mise en scène. Enfin, c'est des nouveaux supports. Et il y a des choses très, très, très chouettes qui peuvent être réalisées. Moi, ce qui me dérange, je pense, c'est vraiment dans Meta, ou TikTok, le fait qu'à partir du moment où on est dessus, en fait, on n'est plus maître. Déjà, c'est toute notre attention qui est monnayée, nos données. Donc peut-être que des nouveaux réseaux là, comme Substack, ça peut être vraiment des espaces d'expression intéressants. En tout cas, c'est un espace qui invite à réfléchir et pas à se faire happer par des algorithmes. C'est-à-dire que l'idée, quand même, quand tu vas sur des plateformes... bon, là, on parle de Substack parce que ma newsletter est là-dessus, mais et pas mal d'autres. Mais c'est-à-dire que tu vas dessus, tu lis les textes, et c'est tout, il n'y a quasiment pas d'images. C'est long. C'est lire des articles, quoi. Ouais. Alors que... Et donc, les sports, en tout cas, pour les sports, c'est que quand on a fini de lire, on en ressort avec quelque chose. Alors que c'est vrai qu'Instagram, même si je pense qu'il y a des gens qui écrivent très bien dessus et qui font des légendes très chouettes, et voilà, il y a quand même un fonctionnement qui est fait, qu'en fait, tu enchaînes d'un poste à l'autre. Et souvent, en fait, tu prends même pas le temps de lire, et puis tu ressors de là, tu as passé 15 minutes, 20 minutes, peut-être même 1 heure, parfois, j'en sais rien. Et tu te demandes qu'est-ce qui me reste de cette heure-là, quoi. C'est ça qui est un peu flippant. Dans la manière comment j'ai alloué mon cerveau pendant cette heure-là et mon temps qui est si précieux, quoi. Donc la question, elle porte sur ce que tu as pu observer, Laura, quand tu étais en immersion pour tes recherches, sur comment est-ce qu'on peut arriver à extraire des jeunes qui seraient addicts aujourd'hui, c'est ça? Du fait que les nouveaux outils sont très puissants en termes de force d'attraction versus ce que nous, on a pu connaître avec les jeux vidéo de notre époque. Alors, c'était vraiment... après, encore une fois, dans cette unité, il y avait beaucoup de troubles lourds. Donc, c'était de diminuer, évidemment, le temps d'écran. Après, de soigner les troubles. Quand on est dans de la dépression, dans des conduites suicidaires, il pouvait y avoir des traitements médicamenteux ou de l'accompagnement avec des thérapies, je sais pas, comme le MDR, de la méditation, des choses comme ça. De diminuer, mais il y avait des profils qui passaient 20 heures sur 24. Mais après, peut-être, moi, je suis allée aussi... ça a donné 1 ou 2 chapitres dans le roman, mais je suis allée avec une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation des ateliers en milieu scolaire, donc dans plusieurs collèges, et là avec des profils justement plus qui sont pas des personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans des troubles lourds, et eux, ils interviennent déjà avec leurs ateliers, je pense qu'ils amènent une prise de conscience du nombre d'heures qui sont passées sur les écrans, la semaine, le week-end, du temps de sommeil qui diminue, etc. Et ils mettent en place des petits challenges, en fait, jusqu'à ce qu'ils reviennent 2 semaines après. Et c'est pas de téléphone au réveil, pas de téléphone pendant les repas, pas de téléphone dans la chambre, pas de téléphone avant de se coucher. Et ça, des choses comme ça. Et après, ils s'y soumettent plus ou moins. Et avec de la satisfaction. Ouais. Ouais. Et ce qui moi m'avait touchée, c'est qu'à la fin d'un des ateliers, il demandait l'animateur aux adolescents quels sont les points positifs, les points négatifs des écrans. Et en fait, point positif, ils en donnaient 2. Et point négatif, ils déroulaient. Enfin, un tableau entier était rempli, quoi. Ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de me concentrer, ça m'empêche de faire du sport, ça m'empêche, etc., etc. Et j'avais pas conscience qu'ils avaient une telle conscience, en fait, de ce que ça leur faisait. Et depuis que j'ai commencé les rencontres pour le roman, il y a une enseignante qui m'a dit que dans le cadre comme ça d'un débat sur les écrans, des élèves s'étaient mis en colère, en fait, des collégiens. Ils me disaient, mais pourquoi vous nous laissez avec ça, en fait?
Donc voilà, j'ai un peu dévié peut-être de la question de départ, mais... On peut prendre peut-être une dernière question, si quelqu'un en a une. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un troisième roman qui sera en cours? Moi, j'ai quand même vu passer une story il y a 2 jours, Laura. Oui. Qui teasait quelque chose. Il y a 2 choses. Il y a un roman, ça je peux en parler parce que c'est un contrat déjà, qui va être un roman young adulte. Donc ça, c'est avec Les Arènes, qui est la maison sœur de l'Iconoclaste. Donc là, c'est vraiment dans le prolongement d'époque, pas en lien avec toutes ces thématiques-là, mais c'est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est vraiment de la fiction pure, c'est une dystopie. Et là, j'adore. Enfin, c'est une espèce de joie d'écrire ça. C'est même étonnant pour moi de m'amuser autant. Donc ça, il y a ça qui est déjà bien lancé. Et puis après, pour l'Iconoclaste, le 3e roman, là, effectivement, mais ça fait 1 an que ça marche comme ça pour moi, que j'ai un sujet vraiment... mais ça, je ne veux pas en parler, par contre, pour le moment. Et là, j'ai juste commencé à écrire. Mais c'est des mois déjà de lecture, de construction dans ma tête, tout ça. Donc ça va prendre du temps. Et ce sera plus proche, évidemment, là, des 2 premiers. Merci Laura. Merci. Merci à toutes.